Bienvenue à tous à ce nouveau webinaire autour de la gestion de votre comptabilité avec Odoo. Alors, nous avons déjà eu à faire un premier webinaire sur la gestion du e-commerce avec Odoo. Et pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à ce premier webinaire, j'ai mis le lien. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons eu à faire un premier webinaire sur la gestion du e-commerce avec Odoo. Et pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, j'ai mis le lien du replay sur le chat qui est déjà disponible sur notre page YouTube. Et aujourd'hui, Jean-Martin Saben vous montrera comment Odoo peut également vous aider à gérer votre comptabilité avec les principales fonctionnalités comme la création de vos factures, le suivi des paiements, la génération des rapports financiers, etc. Nous allons tous vous prier de garder vos micros bien fermés. Et à la fin de cette présentation, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions et Jean-Martin se fera un plaisir de vous répondre. Toutefois, pendant la présentation, vous pouvez, si vous avez des questions, les mettre sur le chat et nous allons y revenir à la fin. Merci à tous. Jean-Martin, je te laisse la parole. Merci Fabrice, bonsoir à tout le monde. Comme introduit par Fabrice, nous allons parler de la gestion de la comptabilité avec Odoo. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon pour moi. J'espère pour tout le monde. Moi, je vois ton Ok, écran. parfait. Ok, parfait. Donc, notre agenda va s'articuler autour de 6 points. En premier, nous allons nous rappeler c'est quoi Odoo, principalement en termes de caractéristiques principales et de couverture fonctionnelle. Et en deux, nous allons parler de l'initialisation. Dans ce point, nous allons aborder les points principaux qu'il faut exécuter ou les éléments principaux qu'il faut exécuter pour démarrer sa comptabilité sur Odoo. Et les points suivants vont concerner notamment la comptabilité fournisseur, la comptabilité client et la trésorerie. Enfin, on verra ensemble quelques rapports financiers et quelques rapports et états financiers. Donc ça, c'est notre agenda. Odoo, c'est un logiciel de gestion intégré. Traduit simplement, c'est un ensemble d'applications qui fonctionnent sur une base commune pour apporter à l'entreprise la digitalisation dont elle a besoin dans son activité. En gros, Allô, tous les Jean-Martin. métiers de l'entreprise. Oui, allô, Fabrice? C'est bon maintenant. Je voulais Oui. juste te dire de mettre ton écran en mode diapo pour qu'on puisse bien regarder la présentation. Merci. OK. Donc, je change la présentation. OK, je vais passer en mode diapo. Je pense que ce sera bon pour tout le monde.
C'est bon? Est-ce que tout le monde voit mon écran? OK. Donc, on était sur le point qu'est-ce que Odoo? Désolé de l'interruption. Donc, comme on disait, Odoo, c'est un ensemble de modules qui vont fonctionner de manière intégrée, partager la même base d'informations pour permettre la digitalisation d'un ensemble de métiers de l'entreprise. Le périmètre fonctionnel concerne principalement tous les secteurs d'activité de l'entreprise, à savoir la finance, la vente, le marketing, les ressources humaines, la productivité ou encore la gestion des stocks et des inventaires. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser principalement à la partie comptabilité en nous mettant en contexte d'une entreprise, d'une PME, d'une petite entreprise qui a besoin de suivre au quotidien son activité de finance ou son activité comptable en enregistrant à chaque fois tout ce qui est opération avec les clients, d'un côté, les fournisseurs et tous les flux de trésorerie. Donc là, ce sera notre focus pour notre session de travail d'aujourd'hui ou pour notre échange d'aujourd'hui. Et pour le faire, il faut initialement passer par une étape d'initialisation. L'initialisation peut être vue comme le paramétrage de base qu'on fait pour pouvoir rendre fonctionnelle une base de données Odoo. Il existe différentes manières de le faire. C'est soit faire appel à un partenaire intégrateur comme SC Digital, par exemple, ou on propose des services à la demande ou un intégrateur va vous assister dans tout ce qui est paramétrage de base pour mettre à niveau votre base, vous permettant ainsi de fonctionner, ou vous pouvez simplement le faire vous-même. Peu importe l'approche qui sera utilisée, ce sont les étapes qui doivent être menées. Ça veut dire en premier, on doit faire l'import du plan comptable, on doit faire l'import des fournisseurs et des clients, parce qu'effectivement, il y a très peu de cas où l'entreprise va commencer de zéro. Il y a toujours généralement une existence de l'activité. On a des clients, on a des opérations qui existent déjà. Donc, il faut les importer dans son nouveau logiciel pour pouvoir utiliser l'historique pour ne pas partir de zéro. Donc, après l'import des clients et des fournisseurs, on va procéder à l'import des soldes d'ouverture. Ensuite, des comptes bancaires. Plus tard, on fera la configuration des journaux comptables et ensuite la configuration de la monnaie ou de la devise. Donc, ça, c'est les étapes d'initialisation. Donc, avant d'aller plus loin, je vais proposer donc de montrer concrètement comment est-ce que cette étape d'initialisation se fait concrètement dans Odoo. On partira d'une base vierge, c'est-à-dire une base qui n'a aucune information déjà entrée à l'intérieur, juste une installation faite, sans données et sans module activé. Donc, je vais désactiver le PowerPoint et on va passer on va se connecter à une base vierge de Odoo. Donc, par défaut, lorsque vous allez activer votre abonnement, vous serez dans la configuration où il n'y a aucune application installée. Alors, pour pouvoir installer les applications, il y a le menu Apps qui va vous permettre d'avoir la liste de toutes les applications qui correspond exactement à l'image qu'on a vue tout à l'heure concernant le périmètre fonctionnel. Tous les modules existants et qui peuvent être activés ou qui peuvent être utilisés pour votre activité. Donc, dans notre cas, nous allons aller dans la comptabilité parce que c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui et on va installer les modules facturation et comptabilité. L'activation est simple. On clique simplement sur les boutons activer, ce qui va procéder à l'installation des différents modules sélectionnés. Lorsqu'on va installer un module, la page d'accueil ou le menu principal changera
avec les icônes correspondant à ce module ajouté. Ici, on a l'icône facturation qui apparaît. On va activer également le module comptabilité. Donc, premièrement, on a activé facturation qui va permettre de gérer tout ce qui est facture client, facture fournisseur. Ensuite, en activant le module comptabilité, on aura tout ce qui concerne les états financiers, les écritures comptables en soi, parce qu'on peut avoir plusieurs types d'écritures en fonction de la nature. On a les écritures de vente qui vont concerner les factures qu'on fait à nos clients, les écritures d'achat qui vont concerner les factures qu'on reçoit de nos fournisseurs, les opérations de trésorerie qui vont concerner toutes les activités d'encaissement, de paiement fournisseur ou de transfert de fonds. On a les opérations diverses qui vont concerner un ensemble d'opérations. Ça peut être les opérations de paye des employés ou encore des opérations d'ouverture d'exercice, des opérations d'à nouveau. OK, les modules étant activés, on va commencer donc, on va aller dans le module comptabilité et on va commencer les étapes de configuration. La première étape va consister à importer le plan comptable. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut déjà avoir son plan comptable fonctionnel. Sinon, Odoo va donner la possibilité d'ajouter un plan comptable existant en fonction des standards. La plupart des pays sont adossés au niveau comptable sur des standards. Dans le cas de l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique de l'Ouest, c'est le standard OHADA. Donc là, Odoo propose déjà 77 standards existants. Ils sont implémentés. Ça signifie simplement que en activant par exemple le standard OHADA, on aura les plans comptables conseillés par OHADA, le plan comptable standard, et les états financiers associés. Et le travail d'intégration va consister donc à éventuellement affiner ces états financiers pour correspondre de manière particulière aux besoins de l'entreprise concernée. Donc, on va donc activer notre plan comptable OHADA. Ce qui sera fait, c'est que notre plan comptable donc sera chargé. Un ensemble de journaux correspondant au standard OHADA seront créés. Et on aura notre plan comptable qui va respecter exactement la nomenclature OHADA. Ça, c'est un point. Ensuite, on peut donc décider d'importer les contacts. Si on a une base de contacts déjà existants, que ce soit les clients, les fournisseurs ou les employés, on les importe donc simplement en choisissant un fichier. Si le plan comptable OHADA avait été ajusté, on imagine que, parce que la norme OHADA va donner la possibilité à l'entreprise d'ajuster les comptes en fonction de son activité, on procédera simplement à l'import. Je vais vous montrer la structure qu'on peut avoir pour un import. Donc là, par exemple, il est conseillé, lorsqu'on veut procéder à un import en partant d'une base existante, de structurer les données sous forme comme vous voyez affichée. On a le compte, on a la date, on a le journal correspondant, on a le numéro d'écriture, le libellé, le partenaire correspondant à la transaction. Ensuite, on a soit le débit, soit le crédit. De la même manière, on peut importer, on structure les comptes en mettant simplement le numéro du compte, le libellé du compte et le type de compte. Et là, donc, lorsqu'on importe, on sélectionne simplement le fichier structuré sur la machine sur laquelle on procède à la configuration. Et le fichier en question sera importé et les données créées dans la base Odoo. Donc, ceci dit, on va pouvoir donc continuer avec notre configuration. La prochaine étape, après l'import des contacts, du plan comptable et des écritures,
va être la configuration des journaux. La configuration de journaux se fait dans le menu configuration. Je vais actualiser mon navigateur. Donc, lorsque j'ai switché en français pour garder une adéquation avec le discours, donc, dans le menu configuration, on a un ensemble d'éléments qui correspondent à la configuration ou encore on va définir le comportement aura notre système en fonction de nos préférences. Et les journaux vont se configurer dans le menu journaux, dans l'onglet configuration. Et là, on a un ensemble de journaux qui sont créés automatiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'activation du plan comptable OHADA. Et on peut renommer, par exemple, si le journal de banque et la banque associée, c'est plutôt EcoBank, on peut simplement renommer le journal en EcoBank pour avoir plus de précision. Et la devise également se configure dans la partie configuration où on choisit la devise. On a un ensemble de devises existantes, ce qui permettra de pouvoir faire des factures, d'enregistrer des factures fournisseurs qui seront par exemple faites dans une autre devise telle que l'euro ou le dollar, ou encore de facturer des clients avec la devise qu'ils utilisent dans le système à eux. Donc là, on a vu quels sont les éléments de base qu'il faut pour activer le module de comptabilité. Après l'avoir installé, on a besoin de configurer le plan comptable, les clients, les comptes, le plan comptable, pardon, les clients, importer les écritures, configurer les journaux et choisir la devise d'utilisation de base. Ceci étant fait, on peut donc passer à l'exploitation de la solution en utilisant notre solution, par exemple, pour effectuer notre comptabilité client. La structuration ou bien la présentation des menus permet une navigation simple lorsqu'on est dans le module comptabilité. L'organisation permet d'avoir déjà de manière séparée la partie client, la partie fournisseur et les éléments généraux de comptabilité. Le tableau de bord principal va nous permettre de manipuler ou d'effectuer des actions sur nos principaux journaux. Journaux peut sembler être un thème assez technique. On va dire nos principaux groupes d'opérations. Donc, par exemple, si on veut faire des factures fournisseurs ou si on va avoir un aperçu global des factures fournisseurs, notre journal ici s'appelle Customer Invoice. On va le renommer en facture fournisseur. Facture client, pardon. Et on va renommer Vendor Bills en facture fournisseur. OK. Donc, nous avons nos principaux groupes d'opérations qui vont en général, qui représentent l'activité commerciale de l'entreprise. On vend, on achète, on fait d'autres opérations telles que les salaires et autres. On fait des opérations de trésorerie telles que des retraits en banque, des dépôts en banque, la réception des paiements clients, des paiements fournisseurs ou encore des opérations en cash avec des paiements à la caisse. Oui, je crois, Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. 15 heures na ke kuna. Basi na tongo na émulation. OK. Donc, pour la partie comptabilité client, les opérations principales qu'on a, c'est l'émission de la facture au client, éventuellement les avoirs des clients qui vont être une annulation d'une facture, ensuite les paiements clients ou encore les remboursements clients. Donc, nous allons donc montrer comment effectuer ces 4 principales opérations en utilisant Odoo.
Pour la partie facture, sur le tableau de bord principal, on a le bouton Nouvelle facture qui va nous permettre de saisir ou d'encoder la facture de manière très simple. On choisit le client. On va prendre Zazalala. On renseigne la date de facturation. On choisira par exemple la date du jour. Et ici, on renseigne les produits qui sont vendus au client. Les produits correspondent aux services que l'entreprise vend. Dans notre cas, on va vendre du conseil, de la formation, de l'intégration, éventuellement des ordinateurs, des serveurs, etc. On prendra par exemple formation. On mettra la quantité vendue et ensuite le prix. Disons, c'est une formation à 50 000. On peut ajouter des notes. Ici, formation de un jour sur l'administration système. Et là, on a notre facture client créée. Automatiquement, les calculs sont faits. La date d'échéance permettra dans le journal de recouvrement de savoir à quel moment cette facture qu'on envoie à notre client sera due. Donc, en renseignant par exemple la date du jour, ça indique que c'est une facture qui doit être réglée au comptant. Il y aura la notion de conditions de paiement qui vont encapsuler automatiquement les dates pour pouvoir faire des relances automatiques à 30 jours, 60 jours, etc. en fonction du besoin qui est défini ou du besoin d'utilisation en cours. Les taxes sont configurées automatiquement soit sur les produits, soit sur les clients. Et ainsi, à chaque fois qu'on fera dans la facture, on aura automatiquement la taxe en fonction de la position fiscale du client ou de la fiscalité en vigueur pour le client. On peut avoir des clients qui sont exonérés, d'autres qui ne le sont pas. On peut avoir des clients qui sont dans d'autres régions fiscales où la taxe, par exemple, du pays où l'entreprise exerce l'activité n'est plus soumise. Alors, dans ce cas, on le configure soit sur le client, soit sur le produit. Lorsqu'on a la facture, on peut simplement ensuite imprimer la facture qui pourra par la suite être envoyée au client. Et la présentation de la facture est totalement dynamique. On va vous montrer comment vous pouvez donc configurer cet état ou bien ce document légal que vous envoyez à vos clients qui caractérise la créance. Lorsque c'est fait et que toute la donnée, on est sûr de l'exactitude de l'information, on peut simplement confirmer la facture. Et c'est dans ce cas que l'écriture ou bien que cette facture sera considérée comme étant une opération valide dans la comptabilité. Donc là, on a l'opérationnel qui va être d'enregistrer les informations ou bien les produits qui sont vendus au client, en spécifiant bien sûr le client. Et ensuite, on a la partie fiscale qui va être de dire, OK, parce que j'ai confirmé la créance, donc mon client, ce client me doit 59 000 parce que je lui ai vendu ce produit. L'autre opération qui est effectuée sur la partie comptabilité client, c'est l'enregistrement du paiement. L'enregistrement du paiement peut se faire au moment où on enregistre la facture ou peut se venir plus tard. Donc, à chaque fois dans le module comptabilité, on aura toujours la liste de toutes les factures clients avec leur statut de paiement et leur statut fiscal. Le statut fiscal, ce sera soit c'est brouillon. C'est brouillon, ça veut dire qu'il n'y a aucune implication fiscale. Ce chiffre d'affaires n'a pas besoin d'être déclaré en fin de période parce que ça n'a pas encore été confirmé. Comptabiliser, ça signifie on a confirmé avec le client, il y a déjà un contrat, alors il y a une créance qui a été constatée et du coup, c'est un chiffre d'affaires, il y a une implication fiscale. Donc, c'est les deux statuts, statut de paiement et ensuite statut fiscal. Donc, à chaque fois, on saura payer ou non payer et aussi, bien sûr, d'enregistrer des paiements partiels. On va revenir à notre facture de 59 000 et on va cliquer donc sur le bouton « Enregistrer un paiement ». Donc, pour rapprocher ça au fonctionnement réel,
je fais un ensemble de factures à mes clients. Je dépose soit physiquement à leur bureau ou je leur envoie la facture par mail. Lorsque je reçois un paiement du client, je reviens dans mon module client, comptabilité client, et ensuite, je trouve ma facture et j'enregistre le paiement. L'enregistrement du paiement va consister à sélectionner le journal qui, en réalité, est le compte de trésorerie associé au paiement. Dans notre cas, on en a deux. Ce sera soit EcoBank pour la partie banque, soit cash si le client fait un paiement en espèces. En plus du journal, on peut choisir le mode de paiement parce que le client peut soit déposer un chèque ou il peut faire un virement. Bien sûr, on peut ajouter d'autres modes de paiement. Dans notre cas, on peut dire qu'il a fait un dépôt directement dans le compte à la banque. Le montant est automatiquement renseigné correspondant au montant dû de la facture. Ça veut dire, si j'enregistre par exemple une avance de 30 000 sur les 59 dus, alors il y aura un écart de règlement de 29. Ce que je peux faire, c'est laisser la facture encore ouverte, c'est-à-dire non payée, pour dire que mon client me doit le reste, ou je peux marquer la facture comme payée, peut-être parce que j'ai fait un geste commercial déduisant le montant de la facture totale, ou encore ça peut être un contentieux qui implique que ce montant ne sera pas payé. Bien sûr, l'implication comptable de cela peut être soit une perte ou encore tout autre compte comptable qui va marquer la nature de cet écart de règlement. En cliquant sur « Créer le paiement », on a l'état de notre facture qui va changer. Dans notre cas, elle va passer à partiel. Bon, si je reviens dans la liste de mes factures, cette fois, j'ai mes factures partielles, partiellement réglées, mes factures payées et mes factures non payées. Et dans mes filtres, je peux bien sûr automatiquement toujours soit filtrer. J'ai des filtres. Les filtres vont nous permettre de faire des recherches rapides parce qu'après un moment d'activité, on aura beaucoup de factures dans le système. Ça peut être fastidieux de scroller tout le long pour pouvoir trouver notre facture. Donc, on peut soit filtrer automatiquement sur un ensemble de critères prédéfinis, par exemple celles qui sont brouillons, comptabilisées ou annulées, celles qui sont à vérifier, celles qui sont impayées en retard ou payées, ou encore on peut taper simplement un critère de recherche. Lorsqu'on saisit un test dans la barre de recherche, on a un ensemble d'options pour rechercher la facture en question. Et là, on peut rechercher, par exemple, sur le partenaire. On retrouve notre facture et là, on effectue le paiement à nouveau. Donc, on va imaginer que celui-là, il est payé par cash et c'est le solde. Bien sûr, comme on l'a dit, le montant restant, c'est le montant dû. Et là, le dû, c'est 29 et on enregistre le paiement et notre facture passe à entièrement payée. Étant un système intégré, on aura donc toujours à chaque fois l'historique de toutes les transactions qui se seront passées sur le document. Même si on revient 6 mois plus tard, on saura exactement à quel moment le paiement a été enregistré, quels sont les différents paiements qui sont associés, ce qui permet d'avoir l'information rapidement et de prendre des décisions. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est les deux opérations les plus importantes de la comptabilité client, à savoir la facturation et l'enregistrement du paiement. L'autre opération qu'on peut effectuer, c'est celle de créer un avoir. Cela va survenir lorsque on annule une facture qui a été effectuée déjà pour un client. Le contrat avait été, l'engagement avait été émis, a été formalisé sous forme de facture, mais pour une raison X ou Y, il faut annuler cet engagement. Alors, l'opération qu'on peut utiliser ou bien doit nous donner la possibilité de matérialiser cette opération en faisant un avoir. Pour faire l'avoir, j'ouvre simplement ma facture et on a le bouton « Ajouter un avoir ». Ici, on va renseigner l'avoir. On va dire, par exemple, formation non exécutée. On définit la date de l'avoir. On spécifie on définit si on fait l'avoir
on définit une date précise de l'avoir ou si on garde simplement la même date que la facture initiale. On dit donc rembourser. Et là, on peut donc confirmer notre facture d'avoir. L'effet comptable ou l'effet fiscal, c'est que la vente à question sera simplement annulée ou les opérations contraires à cette vente seront passées. Voyons maintenant comment cela impacte de manière globale notre tableau. Donc, à chaque fois, sur notre tableau, on peut toujours avoir un aperçu global des factures impayées, des factures en retard, et pouvoir faire des analyses un peu plus poussées. Lorsque on clique sur le menu contextuel, on a des éléments d'analyse qui vont dépendre de la nature, qui seront associés à la nature de l'opération ou du groupe d'opérations. Pour le cas des factures clients, on peut analyser les factures, on peut regarder la balance AG ou le rapport des relances. Le rapport de relance, ce sera des lettres automatiques qui seront envoyées à nos clients pour lesquels on a des factures dont la date d'échéance qui aura été définie est déjà dépassée. Ça va nous permettre donc de savoir, par exemple, pour ce client Zazalala, voici l'ensemble de ces factures et l'ensemble des éléments qui sont déjà dus. C'est intéressant parce que ça permet rapidement aux responsables de pouvoir aligner sa trésorerie ou de pouvoir faire des relances à ses clients sans avoir à fouiller ou à faire un croisement compliqué d'informations. Donc, automatiquement, il peut, en fonction des activités ou des factures qu'il doit rentrer, savoir qui doit quoi ou quelle est la date ou l'âge de la créance. Donc, à chaque fois, ici, on aura une créance dépassée de 30 jours, 3 jours, ou encore une autre qui est dépassée aujourd'hui. On a d'autres éléments, la balance AG qui va être un rapport assez similaire, qui va nous permettre d'avoir tous les clients cette fois, mais avec les âges de la créance bien définis. Ça veut dire 30 jours, 60 jours, 90, 120 jours ou plus de 120 jours. Et au final, les totaux correspondant à ces différents groupes. Donc là, nous avons vu la partie comptabilité client avec la facturation, le paiement et les avoirs. L'autre élément de comptabilité dans le fonctionnement de l'entreprise qui est quotidien, c'est la comptabilité fournisseur. Et pour y avoir accès, on a notre menu fournisseur où, de manière inversée, on pourra faire les factures fournisseurs, les remboursements fournisseurs ou les paiements fournisseurs. Dans ce cas, c'est nous qui recevons la facture du fournisseur et on va la rentrer telle quelle dans le système. J'aurais peut-être commandé du carburant à un fournisseur, je vais peut-être commander des meubles de bureau ou des machines ou des équipements. Alors, je rentre la facture que mon fournisseur m'aura envoyée. L'interface de saisie est assez similaire. Donc là, on va choisir notre fournisseur. On prend par exemple ST Digital, à qui on va acheter un serveur. On va dire un serveur virtuel. Entité 1, et on va définir le montant. Il y a une notion de récurrence. Il est possible pour certaines charges ou pour certains produits, j'entends par là soit les factures fournisseurs ou les factures clients, de définir une récurrence qui permettrait donc ainsi de les avoir automatiquement générées dans notre comptabilité. C'est simple, pour ce faire, on définit donc publication automatique. Est-ce que c'est la date? Est-ce que c'est mensuel, trimestriel ou annuel? Dans notre cas, on va se contenter de rentrer notre facture. Bien sûr, les taxes sont mises automatiquement, comme on l'a dit, en fonction de dans ce cas, du fournisseur ou du poste de charge pour lequel on fait la dépense. On va confirmer notre facture. Je n'ai pas renseigné la date, alors je dois renseigner la date de facturation.
Et là, on confirme notre facture. De la même manière, pour enregistrer le paiement, je peux simplement cliquer sur le bouton « Enregistrer un paiement » et je choisis le mode de paiement de mon client. J'ai déposé un chèque à ce client, à ce fournisseur, pardon, à la date du 7, soldant la totalité de la facture, et là, j'enregistre le paiement. Ça me permettrait donc, moi, d'avoir mon solde de trésorerie mis à jour automatiquement. Et mon solde de banque se rapproche, solde banque réel, se rapproche de mon solde de banque théorique parce que je vais enregistrer mes informations correspondantes au jour le jour. Bien sûr, en venant dans mon tableau de bord, je peux voir l'impact sur mes informations résumées, une facture à valider, 2 factures à payer, une facture fournisseur en retard. Ça permet rapidement aux responsables de savoir quels sont ses engagements envers les fournisseurs. De la même manière, nous avons des rapports tels que l'analyse des factures ou encore la balance AG fournisseur, qui a un état similaire à la balance AG des clients, sauf que cette fois, c'est les engagements envers les fournisseurs et leur âge. De la même manière, on a 30 jours, 60 jours, 90, 120 et plus de 120 jours. Donc, ça, c'est pour la partie facturation fournisseur et encaissement et paiement fournisseur. De la même manière, si on a eu un problème ou s'il y a eu une erreur sur une facture fournisseur, il est bien sûr possible de faire un avoir. Alors là, on peut dire par exemple erreur facturation. Et simplement, on fait extourner et on confirme. Et là, notre facture fournisseur aura été annulée. L'écriture contraire sera passée dans notre système, marquant ainsi que l'engagement initial a été inversé. Donc ça, c'est pour la partie facturation fournisseur. Facturation fournisseur, paiement fournisseur et avoir fournisseur. L'autre opération de comptabilité qu'on exécute au quotidien sont les opérations de trésorerie, avec notamment la gestion de la caisse, les transferts de fonds d'un compte de trésorerie à un autre, ou encore la gestion des banques. Les opérations de trésorerie ou la saisie des opérations de trésorerie ont été rendues simples. Dans le menu, dans le tableau de bord principal, en cliquant sur le journal trésorerie concerné, on a un ensemble d'options qui apparaît. On peut ajouter un paiement. Ce sera le même effet que de le faire directement sur la facture comme on l'a fait tout à l'heure. On peut ajouter un paiement fournisseur. C'est également le même effet que ce qu'on a fait tout à l'heure. Ou simplement, on peut saisir des opérations manuelles. Il y a cet élément saisie avancée qui est une modification spécifique apportée par ST Digital qui va nous permettre de faire des saisies manuelles des opérations de trésorerie dans le journal de trésorerie en spécifiant directement quel est le compte de trésorerie impacté, quel est le partenaire, le labelé. Ainsi, on peut saisir tout un relevé sans avoir besoin de saisir l'opération une à une. De la même manière, dans le journal de banque, on peut soit importer un relevé bancaire, faire un paiement client, effectuer un paiement fournisseur, faire un transfert de fonds interne ou encore effectuer une saisie avancée. Bien sûr, ces opérations auront pour effet d'impacter nos différents soldes de trésorerie pour la banque ou pour la caisse en fonction de l'opération qui sera saisie. Maintenant, on va regarder ensemble comment toutes ces opérations, à savoir les opérations liées au client, au fournisseur, à la trésorerie, impactent de manière générale notre comptabilité. Même si on est profane, on peut regarder tout ce qui est
état financier en regardant par exemple son grand livre et sa balance, par exemple. Le grand livre va simplement résumer toutes les opérations qui sont passées dans un compte. De manière globale au système, en spécifiant à chaque fois le débit ou le crédit et en donnant le solde. Donc, par exemple, ici, le grand livre va nous donner pour le compte fournisseur, quelles sont les différentes factures fournisseurs qu'on a reçues, en mettant en parallèle, quelles sont les différentes factures clients qui ont été émises. Bien sûr, l'avantage, c'est qu'on peut faire des filtres ou bien spécifier l'information qu'on veut afficher, soit en définissant la période, on peut afficher ces informations sur le mois, sur l'année exercice, ou encore faire des tri spécifiques. Donc, en prenant par exemple l'exercice fiscal, j'aurai toutes mes opérations qui sont passées dans mes différents comptes. À chaque fois, on a la référence de la facture, la date comptable et le montant impliqué. De la même manière, on aura ces détails pour les différents comptes comptables qui auront été impactés sur la période définie. Et ces états peuvent soit être exportés en PDF, soit en Excel, pour d'éventuelles transmissions, par exemple, dans un cas concret, à un cabinet externe qui ferait, par exemple, l'audit des comptes, ou encore à un partenaire qui aurait besoin d'avoir son relevé de compte dans nos livres. Bon, là, c'est pour la partie grand livre. De la même manière, on a notre balance. Il va donner la même information, mais présentée différemment, sous 6 colonnes, où on aura le solde initial, le solde sur la période définie et le solde final. Chaque compte, bien sûr, on peut quitter de la balance au grand livre. Ça veut dire, si mon compte me dit que je suis créditeur de 400 000 pour mon compte fournisseur, je peux regarder quelles sont les écritures comptables qui constituent ce solde ou qui font en sorte que je sois débiteur de ce montant. Et la navigation d'Aodo me permet de revenir simplement pour pouvoir continuer mes analyses, par exemple, sur un autre compte. Ça peut être les clients, les taxes ou autres. Comme d'autres états financiers, on a le bilan qui, de manière simple, va présenter comparativement les actifs aux passifs. Et ensuite, donner un résultat de la comparaison des deux. Ce qu'il faut noter, c'est que tous ces différents états sont entièrement, on a des standards OHADA, par exemple, pour notre cas, le cas de l'Afrique centrale et certains pays d'Afrique de l'Ouest. Mais bien sûr, pour des analyses spécifiques, le financier peut décider d'ajuster ou d'apporter sa touche personnelle et d'avoir des états particuliers. Et ça, c'est le travail d'intégration que nous, par exemple, à SC Digital, faisons en accompagnant les entreprises à personnaliser leur tableau de bord ou les états financiers en fonction des matrices ou des KPI qu'ils veulent ressortir. Ça me permet de vous montrer par défaut quel est le tableau de bord de comptabilité où on a de manière simple une vue globale de l'activité de l'entreprise. Donc là, par exemple, on aura le revenu actuel, les créances, les dépenses courantes et les dettes. Bien sûr, cet état, ce tableau de bord, dans le travail d'intégration, peut faire l'objet d'ajustements pour correspondre aux besoins réels de l'entreprise. Donc, en résumé, ce que nous venons de voir, c'est comment on peut gérer sa comptabilité dans Odoo, principalement les opérations de comptabilité associées aux clients, aux fournisseurs et les opérations de trésorerie. On a regardé ensemble les différents états financiers standards qui se retrouvent dans Odoo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main. Nous sommes maintenant dans la phase de questions-réponses. Merci.
Allô, j'ai une question. Oui, monsieur Aman. Allez-y. Alors, moi, c'est Aman Cédric. Merci pour cette présentation. Alors, moi, la question, c'est pour une entreprise qui utilise déjà un logiciel comme Sage. Comment peut se faire la transition à Odoo? Merci. Dans le processus, merci déjà pour votre question. Dans le processus de mise en place, on a ce qu'on appelle la migration des données. En fait, ce sera exactement l'import de votre plan comptable, l'import de vos écritures déjà saisies dans Sage. Et on a mis sur pied des scripts qui nous permettent d'automatiser, que ce soit d'un côté le traitement des données qui seront exportées dans Sage. Au quotidien, l'approche qu'on utilise, c'est de donner un modèle d'export que vous allez utiliser sur votre Sage. Ensuite, vous nous donnerez un fichier on va ajuster les colonnes ou bien formater les colonnes et ensuite les importer dans Odoo. Et dans notre cas, on a des scripts qui automatisent cette action pour faciliter nos processus de migration des clients. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, parfaitement, merci. Merci. On a une main levée, Fabrice? Oui. Bonjour, monsieur, vous pouvez poser votre question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour la présentation. Ma question, c'est d'abord de savoir comment se gère la gestion des droits. OK. Ça, c'est Il y la a une première autre question? question là. C'est Oui, il y la a une autre première, question. OK. La gestion des droits. Oui, OK, oui, la gestion des droits. d'accord. Et la seconde, quand les factures sont établies, je voulais parler des factures clients. Qui fait la validation des factures? C'est celui qui émet la facture qui fait aussi la validation, ou dans la gestion des droits, on peut définir celui qui va valider les factures. De même que les factures fournisseurs, dès qu'on reçoit les factures et que c'est intégré au système, et comment se fait la programmation des paiements et les factures à autoriser à être payées, comment se fait cette gestion? Je m'en arrête d'abord là, et peut-être dans la suite, j'aurai d'autres questions. Merci. Merci pour votre question. Odoo gère la notion de droit. En fait, vos deux questions sont liées parce que la visibilité ou bien les autorisations sur qui va pouvoir valider la facture ou confirmer la facture, que ce soit fournisseur ou client, vraiment indépendamment, va dépendre de la politique de droit qui aura été définie. Par défaut, il y a des groupes qui existent, des groupes d'utilisateurs qui vont encapsuler de manière granulaire la gestion des droits sur les objets, la visibilité. Ça veut dire, est-ce que la visibilité sur les enregistrements, pour être un peu plus concret, si on prend une facture, si on prend la liste des factures clients, comme ça, on peut définir que le bouton « Imprimer la facture », envoyer imprimer, n'est visible que pour un groupe d'utilisateurs donné. Ou encore ajouter un avoir pour un groupe d'utilisateurs donné. Donc, il y a ce niveau d'autorisation sur les objets de l'interface, ça veut dire les boutons, les champs. Ou encore, on peut définir que si une facture est par exemple à 1,6 million pour un montant donné, c'est telle personne qui voit ou tel groupe de personnes qui voient. Ou encore, on peut dire si c'est une facture de tel client, ce n'est que visible par tel groupe d'utilisateurs. Donc, la gestion est granulaire, que ce soit sur la visibilité en fonction des critères qu'on définira, ou encore sur les actions possibles
sur un formulaire donné. Et bien sûr, qui valide quoi va dépendre de comment ces droits auront été attribués. Habituellement, dans les projets d'intégration, ce qu'on fait, c'est qu'on définit simplement une matrice de droits, une RASI simple, où on va définir chaque profil utilisateur et les habilitations qu'il a. Et ensuite, on fait une implémentation de cela pour correspondre au fonctionnement de l'entreprise. Est-ce que ça répond à votre question? On a une main levée, Monsieur Marius. Oui, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour la présentation, pour cette opportunité. Moi, je voudrais savoir, est-ce que Odoo va un peu au-delà du simple impression des étapes financières, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une pré-analyse des comptes, par exemple? Merci. Merci pour la question. Qu'est-ce qu'on met dans pré-analyse des comptes? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, de ressortir des indicateurs pour pouvoir dire, je vais peut-être me mettre sur le tableau de bord, pour pouvoir dire, par exemple, que en benchmark, en benchmark, pardon, pour dire que, OK, on est déjà à 100%, moins 50% de l'exploitation. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Un peu, oui, mais c'est déjà de voir un peu les grands agrégats financiers. Vous me comprenez? Il y a un ensemble d'analyses qui peuvent être faites en fonction des critères qui auront été définis. Ça veut dire qu'on peut décider d'agréger les écritures suivant des critères qui auront été définis, parce que comme j'ai évoqué, les différents tableaux ou les différentes analyses qu'on peut faire sur les données sont entièrement flexibles. Et ça fait partie du travail d'intégration. Ça veut dire que vous, en tant que financier, vous allez nous donner le tableau ou bien l'agrégat que vous voulez avoir en nous définissant les règles de calcul qui s'appliquent et nous, on sait pouvoir l'implémenter. Donc, il y a des éléments qui existent de base, mais bien sûr qui sont affinés ensuite, qui sont affinés en fonction du besoin du financier ou du besoin du décisionnaire. Est-ce que ça répond à votre question? Allô, Monsieur Marius, vous êtes là? Bon. En attendant que Monsieur Marius ne revienne, nous allons prendre la question de Monsieur Pierre. Allô, bonsoir Jean-Martin. Bonsoir. Oui, en fait, je veux savoir, c'est quelle version d'Odoo, s'il vous plaît? Là, c'est la version 16. Ok, C'est la version la 16 V16, entreprise. Mhm. entreprise. D'accord, merci beaucoup. Merci. On a une autre question de Monsieur Gaoumitou. Oui. Oui, monsieur Jean-Marc.
Je reviens sur ma Oui, question par rapport à la question des droits. Moi, les je ne droits. suis pas encore satisfait de la réponse. Peut-être que je vais la poser autrement. Et Allez-y. si on peut venir sur la question des utilisateurs. D'accord. Allez-y, je Pour nous vous écoute. montrer Vous la... voulez la Ouais, reformuler? vous pouvez, vous pouvez nous montrer la gestion des utilisateurs pour qu'on puisse voir si on crée un utilisateur, quels sont les droits qu'on peut lui donner. Par exemple, comme ça se fait dans plusieurs autres logiciels que nous utilisons déjà. Je vais parler de D'accord. Ciel Compta, de Perfecto et autres. Mhm. Je vais nous montrer OK. la gestion des utilisateurs, qu'on puisse voir D'accord. comment ça se présente D'accord. au dos. Donc, la gestion des utilisateurs se fait depuis le menu paramétrage. OK? Donc, là, on a les paramètres généraux et après, on a tout ce qui est utilisateur et gestion de groupe, etc. Lorsqu'on crée un utilisateur, on va définir en fonction. Donc là, je ne suis pas connecté en tant que... Là, c'est une question typique de gestion des droits. Je ne suis pas connecté en tant que super utilisateur. Alors, les attributions que je peux donner à un utilisateur sont restreintes. OK? Maintenant, je vais me mettre en super utilisateur et vous allez voir la différence. Un instant. OK. Donc, là, de la même manière, vous allez voir, je vais mettre les deux interfaces côte à côte pour qu'on puisse comparer. De la même, là, maintenant, je suis connecté en tant que super utilisateur. Et si vous voyez, les menus sont différents. Ici, je peux voir traduction et technique, par exemple. Et si je clique sur utilisateur, je peux voir groupe. OK? Et si je clique, je reviens sur le menu utilisateur qu'on avait tout à l'heure, j'ai un ensemble d'éléments techniques qui sont apparus. Donc, la notion les droits sont encapsulés dans la notion de groupe qui elle-même va être gérée, comme je disais, sur la visibilité des éléments et sur les accès aux éléments. Donc, et ensuite, quand on a créé le groupe, on va pouvoir l'associer à un utilisateur. Par exemple, ici, on peut donner facturation. On peut donner à l'utilisateur administration, édition avancée. On peut lui donner paramétrage, facturation, ou bien encore montrer les fonctionnalités de comptabilité complète. Ça, c'est des groupes qui ont été créés. Ça, c'est les groupes de base. OK? On peut ainsi associer un ensemble de droits à l'utilisateur. Maintenant, si on ouvre un groupe, je vais vous montrer à quoi va ressembler. Prenons par exemple facturation. Si j'ouvre ce groupe, il y a différents éléments qui me permettent de configurer ce groupe. Déjà, on a l'utilisateur qui appartient au groupe en question. On a les groupes hérités, parce qu'on peut faire une hiérarchie dans les groupes. On a les menus qui sont visibles. Les menus vont correspondre simplement aux éléments de l'application. Ça veut dire, par exemple, utilisateur et société, ou encore tout ce qui est menu. Discussion, tableau de bord. Dans comptabilité, on peut lui donner le menu client et pas le menu fournisseur, etc. Donc là, ce sera gêné au niveau des menus que voit la personne. Ensuite, on a les vues, qui vont être une spécificité précise sur les différents formulaires. Après, on a les droits d'accès. Droits d'accès qui vont permettre de dire écriture, lecture, création ou suppression. Et ça, sur les différents objets. Les objets seront les factures, les paiements, les journaux, le plan comptable, etc. Ensuite, on a les règles sur les enregistrements. Ce sera comment est-ce que je réagis sur les différentes actions possibles, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, la création et la suppression. Quelles sont les conditions particulières qui vont s'appliquer? Comme on évoquait tout à l'heure, ça peut être le client, ça peut être le montant, qui vont définir dans des comportements particuliers sur les droits d'accès. C'est dans ces différents niveaux qu'on a sur la gestion de groupe. Et tout ceci vont donner une flexibilité suffisante pour pouvoir définir les niveaux d'accès sur la lecture, l'écriture, la suppression, la modification, la visibilité de tous les éléments de l'application, que ce soit les champs, ça veut dire, on peut dire, on ne voit pas le champ nom, on ne voit pas le champ montant, que ce soit les valeurs, on peut définir les critères
sur, sur un élément d'un champ de données ou sur la valeur d'un champ de données. Donc, ça nous permet de définir vraiment de manière granulaire tout ceci pour chaque utilisateur, pour chaque groupe d'utilisateurs. Est-ce que là, la réponse vous semble satisfaisante? Oui, Jean-Marc. Merci Ok, pour la parfait. contribution. Donc, peut-être on prend une dernière question, Fabrice? Oui, nous allons prendre une dernière question s'il y en a. Je crois que non. Donc, merci à tous. Merci Jean-Martin pour cette présentation. Merci, Fabrice. Oui, monsieur Aman. Monsieur Armand, oui. Alors, ma question, c'est, en fait, aujourd'hui, il y a SAP qui se positionne comme un ERP puissant et répandu. Selon vous, pourquoi il faudrait choisir Odoo? Bon, le choix de l'ERP, c'est toujours une question assez stratégique. Ça se positionne au niveau stratégique d'une organisation. Et ça va dépendre de différents critères. Donc, l'un des éléments importants qu'on évoque toujours lorsqu'on parle de Odoo, c'est la flexibilité. Et SAP, c'est clair, la verticalisation des activités est plutôt bien poussée. On a des produits bien robustes sur des secteurs d'activité précis. Mais on a également une rigidité. Lorsqu'on va sur une solution comme Odoo, on a la flexibilité de pouvoir l'adapter, peu importe la taille de l'entreprise, aux besoins prêts, à la finesse prête. Et également, un élément totalement non négligeable, c'est l'aspect coût. Bien sûr, les projets SAP sont des projets volumineux qui vont nécessiter des coûts, que ce soit en ressources humaines ou bien en argent totalement décalé ou différent de ce qu'on aura avec Odoo. Donc, je dirais simplement la flexibilité et l'aspect des ressources. Maintenant, c'est une décision stratégique qui, en fonction du contexte, va amener à des réflexions différentes ou bien à affiner l'analyse pour pouvoir faire un choix précis. Ça dépend de la taille de l'entité, ça dépend du besoin au final, ça dépend du secteur d'activité. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien, merci. Merci. Alors, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Comme je l'ai dit au début, nous avons eu à faire un premier webinaire sur comment gérer votre e-commerce avec Odoo. J'ai mis le lien du replay sur le chat. Vous pouvez déjà aller sur notre page YouTube et retrouver tous les replays de nos précédents webinaires. Et pour ce webinaire qui vient de se terminer, vous recevrez également le replay dans votre boîte mail dès qu'il sera disponible sur notre page YouTube. Et pour toute autre question, contactez-nous sur info@st.digital. Je l'ai mis sur le chat. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bon week-end à tous. Merci Fabrice, bon week-end à tous. Excellent.